Troisième cas clinique. Vous êtes de garde aux urgences, vous recevez une patiente de 82 ans, emmenée pour des troubles de l'élocution et une chute. Elle est hypertendue, dyslipidémique, elle a une prothèse de hanche gauche suite à une fracture. Elle est autonome avec un peu d'aide ménagère. Elle est assez bien entourée. Elle n'a pas de troubles des fonctions supérieures d'après son entourage. Et aujourd'hui, donc vers 13h30, brutalement, à un repas, elle est restée mutique. Elle semblait comprendre ce qui était dit, mais ne trouve pas ses mots. Et en essayant de se lever, elle est tombée à terre. Elle semblait paralysée du côté droit. Son entourage l'a portée jusqu'à leur voiture et l'ont emmenée en voiture aux urgences. Là, actuellement, il est 18h15, donc on est à 4h45 après le début des symptômes. La patiente est apyrétique, légèrement tachycarde, une pression artérielle un petit peu élevée, une bonne saturation. L'examen clinique retrouve des signes de paralysie faciale centrale droite avec un affaissement de la commissure labiale, une hémiparésie droite côté 4/5 en membre inférieur et 2/5 au membre supérieur, et des troubles du langage qui persistent. L'auscultation retrouve des bruits du cœur irréguliers, un souffle systolique en jet de vapeur au niveau de l'apex cardiaque, pas de souffle carotidien, le reste de l'examen est sans particularité. Alors première question, décrivez l'électrocardiogramme et interprétez-le. Donc ce qu'on voit sur cet électrocardiogramme, tout d'abord c'est un rythme qui est irrégulier, qui n'est pas sinusal. On a un patient qui est tachycarde, l'axe du cœur est gauche, on ne voit pas d'onde P mais un aspect de trémulation de la ligne de base, les QRS sont fins. On voit au milieu une extrasystole ventriculaire, c'est-à-dire un QRS élargi de morphologie différente des autres QRS. Il n'y a pas de trouble à la repolarisation. Donc, au final, devant cette tachycardie irrégulière à QRS fin, sans onde P, mais avec trémulation de la ligne de base, on fait un diagnostic de fibrillation atriale. Comment différencie-t-on ça d'un flotteur? Alors, on a trois types de troubles du rythme supraventriculaire. La fibrillation atriale, le flotteur atrial et la tachycardie atriale. La fibrillation atriale, on ne voit pas d'onde P, mais une trémulation de la ligne de base. Le flotteur, on visualise une activité atriale qui est régulière. On a des ondes de flotteur qu'on visualise très bien, souvent en dérivation V1, parce que V1, c'est la dérivation qui est anatomiquement la plus proche des oreillettes, donc qui remarque le mieux leur activité électrique. Et on a des ondes régulières tous les 300 par minute. Et on a une conduction ventriculaire qui peut être à 150 si une onde sur 2 est conduite, 100 si une onde sur 3 est conduite, 75 si une onde sur 4 est conduite, ou à conduction variable. Mais la différence se fait essentiellement sur la visualisation d'ondes de flotteur répétées, monomorphes, qu'on verra très bien en V1. Le troisième type, c'est la tachycardie atriale, auquel cas on a souvent différents foyers atriaux qui ont des ondes P de morphologie différente. Donc on a une tachycardie irrégulière à QRS fin, mais on voit des ondes P avec une morphologie différente. C'est ça qui permet la différenciation entre la fibrillation, le flotteur et la tachycardie atriale. Alors deuxième question, quel diagnostic évoquez-vous? Donc devant ce tableau d'une patiente de 80 ans qui fait un déficit neurologique brutal, on fait un diagnostic d'accident vasculaire cérébral ischémique, sylvien, superficiel, gauche, d'origine cardio-embolique, secondaire à une fibrillation atriale. Alors pourquoi ischémique? Par argument de fréquence, parce qu'on n'a pas d'argument pour une hémorragie, il n'y a pas de céphalée, de signe d'hypertension intracrânienne. Pourquoi sylvien superficiel? Parce qu'on a une hémiplégie à prédominance brachiofaciale avec une aphasie de Broca. Pourquoi gauche? Parce que le déficit est à droite et qu'on a des troubles de l'aphasie. Et pourquoi cardio-embolique? Parce qu'on retrouve une fibrillation atriale, on n'a pas de souffle carotidien. Troisième question. Votre externe vous dit suspecter fortement une endocardite infectieuse devant la présence du souffle cardiaque. Comment interprétez-vous ce souffle cardiaque? Donc, oui, c'est une bonne idée de se poser la question de l'endocardite infectieuse devant un accident vasculaire cérébral avec un souffle. Cela dit, chez cette patiente, il s'agit très probablement d'une insuffisance mitrale parce que, d'une part, c'est très fréquent à cet âge, et ensuite, dans un contexte de fibrillation atriale, de tachycardie, l'insuffisance mitrale avec une part fonctionnelle est extrêmement fréquente. L'endocardite infectieuse est très peu probable parce que la patiente n'a pas de fièvre, mais cela dit, il faudra réaliser une échographie cardiaque transthoracique et transœsophagienne afin d'éliminer un thrombus intracardiaque, mais qui permettra d'éliminer ce diagnostic différentiel d'endocardite infectieuse. Alors, quatrième question, quelles imageries cérébrales pouvez-vous proposer et que pourriez-vous voir sur ces imageries? Donc, les imageries qu'on peut proposer, en urgence, on a deux imageries qu'on peut proposer. La première chose,
qu'on peut proposer, c'est le scanner cérébral. On le propose en urgence. C'est un examen, je dirais, le deuxième choix si l'IRM n'est pas disponible. Le but principal du scanner cérébral, c'est d'éliminer une hémorragie. Donc on essaye de rechercher une hyperdensité spontanée au scanner. Si on a cette hyperdensité, on a une hémorragie, ce n'est pas du tout le même traitement. Ensuite, les signes d'ischémie. Avant 6 heures, on ne voit en général pas grand-chose. Le scanner est normal, on a des petits signes, effacement des sillons corticaux, des différenciations entre substances blanches et substances grises, atténuation du noyau lenticulaire. Parfois, on peut visualiser le thrombus dans une artère, donc une hyperdensité spontanée, mais au sein d'un vaisseau, ce qui affirme le diagnostic d'AVC ischémique. Ensuite, au-delà de 24 heures, le scanner montre une hypodensité. Le deuxième examen qui est réalisable, qui est le premier à demander s'il est disponible, c'est l'IRM cérébral avec différentes séquences. Le T2 étoile qui permet d'éliminer l'hémorragie, les séquences de diffusion qui montrent des anomalies très précocement dans les premières heures après l'AVC, le flair qui montre une ischémie constituée, ce qui est un peu l'équivalent du scanner cérébral au-delà de 24 heures, et puis l'angio-IRM, les séquences 3D TOF qui visualisent le polygone de Willis. Enfin, on peut faire des séquences de perfusion, ce qui permet en différencier les cellules qui sont mortes avec les séquences de diffusion, des cellules qui ne sont pas perfusées avec ces séquences de perfusion, ce qui donne la zone de pénombre, donc les cellules non perfusées mais encore vivantes qui peuvent être récupérées si la prise en charge est adéquate. Alors, 5e question, quel bilan paraclinique pouvez-vous réaliser à l'exception des imageries cérébrales? Donc, dans le cadre d'un bilan d'accident vasculaire cérébral, on va réaliser plusieurs examens. D'une part, des examens biologiques, d'autre part, des examens morphologiques. Sur le plan biologique, il faut réaliser un bilan standard, une numération, une fonction rénale, un ionogramme pour rechercher surtout une hypokaliémie dans le cadre de sa fibrillation atriale, un bilan d'hémostase pour rechercher des facteurs de risque hémorragique, une TSH et un bilan thyroïdien pour rechercher une étiologie de la fibrillation atriale. On peut toujours demander une troponine, un BNP pour avoir des marqueurs cardiaques, comme on suspecte une cause cardiaque à cet AVC. Et puis, il faut évaluer les facteurs de risque cardiovasculaire de la patiente dans l'idée d'un accident vasculaire cérébral sur de l'athérosclérose, donc faire des glycémies capillaires, des glycémies veineuses à jeun et un bilan lipidique. Ensuite, sur le plan morphologique, il faut réaliser un échodoppler des artères cervicales et un échodoppler transcrânien. Le but de cet examen, c'est de rechercher des sténoses au niveau des artères cérébrales qui expliquent un accident vasculaire cérébral. Ensuite, il faudra réaliser une échographie cardiaque transthoracique et transœsophagienne et un Holter ECG pour rechercher les troubles du rythme cardiaque paroxystique. À quoi sert l'ETO? Alors, à quoi sert l'échographie cardiaque transœsophagienne? C'est vrai que c'est un examen qu'on ne propose pas de façon systématique parce que c'est assez invasif dans le sens où on est obligé de mettre une sonde œsophagienne, ce qui est pas douloureux, mais ce qui est dérangeant. Le truc, c'est que l'échographie transœsophagienne, c'est quelque chose qu'il faut absolument réaliser dans ce contexte de fibrillation atriale avec accident vasculaire cérébral, parce que la fibrillation atriale provoque souvent des thrombus intracardiaques, et ce sont ces thrombus qui se décrochent, qui envoient des emboles au niveau cérébral. Il faut absolument faire l'ETO afin de repérer ces éventuels thrombus intracardiaques, parce que s'ils sont présents, d'une part, il faudra veiller à bien anticoaguler la patiente, et d'autre part, il faudra envisager une réduction, mais on ne pourra pas faire cette réduction en urgence. Il faudra au moins 3 semaines d'anticoagulation efficace, il faudra que les thrombus aient disparu. Ensuite, 6e question, la patiente peut-elle bénéficier d'une prise en charge en unité neurovasculaire ou d'une thrombolyse? Donc d'abord, la prise en charge en unité neurovasculaire. Oui, c'est quelque chose d'extrêmement important. Tout accident vasculaire cérébral, même s'il est pris en charge un peu tardivement, doit bénéficier d'une prise en charge en unité neurovasculaire. Pourquoi? Parce que l'unité neurovasculaire a prouvé un bénéfice très net en termes de morbimortalité dans les accidents vasculaires cérébrales. C'est vraiment le traitement qui marche le mieux parce que ça permet une prise en charge optimale de tous les facteurs de risque, de tous les facteurs qui vont abîmer les neurones qui sont en souffrance à cause de l'accident vasculaire cérébral. Ensuite, est-ce que la patiente peut bénéficier d'une thrombolyse? Là, la réponse est non.
Pourquoi? Parce que la fibrinolyse, on a un bénéfice en termes de reperfusion cérébrale, mais un gros risque hémorragique. Et lorsqu'on a un délai par rapport aux premiers symptômes de l'AVC qui est supérieur à 4h30, ce qui est le cas dans ce cas clinique, on ne fait pas de thrombolyse parce que le risque hémorragique dépasse de très loin le bénéfice. Alors, passons à la 7e question. Quelle est votre prise en charge thérapeutique sur le plan neurologique? Donc, première chose, qu'il ne faut vraiment pas oublier, c'est qu'il faut hospitaliser la patiente en urgence en unité neurovasculaire parce que c'est l'endroit qui permettra une prise en charge optimale de sa pathologie. En termes de mise en condition, il faut essentiellement penser à mettre la patiente en position proclive de la tête à 30 degrés pour éviter les pneumopathies d'inhalation. Sur le plan étiologique, on commence par mettre de l'aspirine, dose de 160 à 300 mg par jour. On ne met pas d'anticoagulation de façon immédiate. Sur le plan symptomatique, il faut prévenir toutes les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique. Donc, il faut respecter l'augmentation de la pression artérielle jusqu'à une limite de 220-120 dans le cas d'un accident vasculaire cérébral ischémique. Pourquoi? Parce que diminuer la pression artérielle de la patiente alors qu'il y a peut-être des obstructions cérébrales qui empêchent le sang d'arriver au cerveau peut favoriser une hypotension cérébrale, une souffrance neurologique et aggraver l'accident vasculaire cérébral. Ensuite, il faut corriger tous les troubles ioniques, essentiellement l'hyponatrémie, l'hyperglycémie. Il faut l'équilibrer sur le plan glycémique, il faut éviter toute hypoxie, toute hypercapnie, toute hyperthermie, qui sont des facteurs neurotoxiques, donc qui vont aggraver le pronostic fonctionnel de l'accident vasculaire cérébral. Ensuite, on peut proposer une prévention des complications de décubitus avec de l'anticoagulation préventive, des bas de contention, du nursing. Et dès que possible, il faut commencer la rééducation de la patiente avec une kinésithérapie qui doit être le plus précoce possible, de l'orthophonie. Et puis, il faut surveiller la patiente de façon rapprochée sur le plan de sa conscience. Est-ce qu'il y a du déficit? Est-ce qu'elle s'améliore ou est-ce qu'au contraire, elle s'aggrave? Fait-on une cardioversion de la FA? Alors, est-ce qu'il faut faire une cardioversion de la FA? Dans l'immédiat, non. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas depuis quand dure la fibrillation atriale. Une fibrillation atriale depuis plus de 24 heures est fréquemment associée à des thrombus intracardiaques qui sont d'autant plus fréquentes que la patiente a fait un AVC et une réduction sans anticoagulation efficace depuis au moins 3 semaines entraînerait un risque d'accident vasculaire cérébral ou d'embolie systémique très important. Donc non, on ne fait pas de cardioversion de la FA. La cardioversion pourra être envisagée secondairement, après 3 semaines d'anticoagulation efficace, s'il n'y a plus de thrombus et qu'on se place dans une stratégie de cardioversion. Et pourquoi ne mettons pas des anticoagulants à dose curative? Alors dans les accidents vasculaires cérébraux d'origine cardio-embolique, il y a une indication à mettre des anticoagulants, mais ils ne se mettent pas tout de suite. On commence par de l'aspirine et il faut réévaluer l'accident vasculaire cérébral par une imagerie au bout de 7 à 15 jours. Et à ce moment-là, on va voir, on peut évaluer l'accident vasculaire cérébral. Si c'est un accident vasculaire cérébral de grande taille, il y a un risque de transformation hémorragique majeure, auquel cas il ne faut pas mettre d'anticoagulants. Si c'est un accident vasculaire cérébral de petite taille, limité, sans stigmate hémorragique, on peut mettre des anticoagulants sans risque hémorragique et du coup bénéficier de la prévention des récidives d'accidents vasculaires cérébraux qui est liée au traitement anticoagulant. Donc anticoagulant oui, mais au bout de 15 jours si l'accident vasculaire cérébral le permet. Alors 8e question, quelle est votre prise en charge thérapeutique sur le plan cardiaque? Donc sur le plan cardiaque, il faut prendre en charge la fibrillation atriale. Alors, la première question à se poser devant toute fibrillation atriale, c'est celle de l'anticoagulation. Est-ce qu'il faut anticoaguler de façon efficace? Donc, devant toute fibrillation atriale, ça s'évalue sur le score de Schatz ou de Schatz-Vasque. Ici, la patiente a beaucoup de facteurs de risque, a fait un accident vasculaire cérébral, donc oui, il faut faire une anticoagulation efficace, mais comme je le disais précédemment, il faut l'instaurer à une distance d'environ 15 jours de l'accident vasculaire cérébral, après une imagerie de contrôle qui s'assure de l'absence d'hémorragie, l'absence de risque hémorragique majeur. L'anticoagulation, donc une héparinothérapie efficace, puis un relais par antivitamine K par voie orale, avec une surveillance plaquettaire 2 fois par semaine pendant qu'on a le traitement par héparine pour pour vérifier l'apparition d'une thrombopénie induite par l'héparine et une surveillance de l'INR pour équilibrer le traitement par AVK.
Et puis, bien sûr, il faut éduquer la patiente. Il faut qu'elle ait un carnet d'anticoagulation à porter sur elle et l'éduquer sur le traitement anticoagulant, les bénéfices attendus, les risques, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ensuite, il faut se poser la question de ralentir ou réduire. Donc chez cette patiente, de toute façon, elle ne pourra pas être réduite dans l'immédiat, donc il faut la ralentir avec des bêta-bloquants ou des inhibiteurs calciques. On a 3 traitements qui peuvent ralentir dans la fibrillation atriale, les digitaliques, les bêta-bloquants ou les inhibiteurs calciques. Mais si on n'a pas d'insuffisance cardiaque, une patiente active, il vaut mieux privilégier les bêta-bloquants et les inhibiteurs calciques parce que ça ralentit la fréquence cardiaque au repos et à l'effort, donc c'est mieux toléré et le bénéfice est meilleur. Ensuite, il faut réduire la patiente, donc réaliser une cardioversion. Ici, la cardioversion ne pourra être envisagée qu'après 3 semaines d'anticoagulation efficace ou une ETO qui montre l'absence de thrombus intracardiaque. La cardioversion se fera par un choc électrique externe ou par une cardioversion médicamenteuse avec une dose de charge antiarythmique type Cordarone et devra être suivie d'au moins 4 semaines d'anticoagulation efficace. Et puis, si la patiente se réduit, il faudra discuter d'un traitement pour maintenir le rythme sinusal, donc un antiarythmique à mettre au long cours, qui sera probablement de la Cordarone chez elle, vu qu'elle a une cardiopathie sous-jacente. Mais il faudra avoir fait un bilan étiologique de la fibrillation atriale, s'assurer qu'il n'y a pas de cause aiguë réversible. Et puis, c'est une patiente qu'il faudra surveiller à la fois sur le plan clinique et sur le plan biologique. Pendant combien de temps doit-on laisser anticoaguler la patiente ? Alors, pendant combien de temps faut-il anticoaguler la patiente ? Chez elle, étant donné ces facteurs de risque, il faut partir sur une anticoagulation au long cours. Je ne dis pas à vie. En pratique, dans les recommandations actuelles, il s'agit d'une anticoagulation à vie. Mais il faut que vous reteniez bien que l'anticoagulation, c'est quelque chose qui doit être discuté selon le rapport bénéfice-risque et donc qui peut être rediscuté au fur et à mesure du vieillissement de la patiente. Mais en tout cas, on part sur une anticoagulation au long cours. Et utilise-t-on encore le score SHADS ? Alors oui, le score SHADS est toujours d'actualité pour l'anticoagulation. Donc, anticoaguler une fibrillation atriale, il faut calculer le score de SHADS. Insuffisance cardiaque, 1 point. Hypertension, 1 point. Âge à plus de 65 ans, 1 point. Diabète, 1 point. Et stroke pour antécédent de l'AVC, 2 points. Si le score de SHADS est à 0, on peut ne pas mettre de traitement ou mettre des antiagrégants type aspirine, en sachant qu'on préconise plutôt de ne pas mettre de traitement. Si le score de SHADS est à 1, on peut mettre de l'aspirine ou des antivitamines K. Mais on préconise plutôt les antivitamines K. Et à partir de 2, il faut mettre des antivitamines K. Alors, sur les dernières années, s'est développé un nouveau score, le score SHADS-VASc, qui est à peu près la même chose que le score SHADS, avec quelques modifications. C'est-à-dire, l'âge est plus pris en compte. Un âge entre 65 et 75 ans vaut 1 point, et un âge à plus de 75 ans vaut 2 points. Ensuite, on a rajouté d'autres critères, le VASc. D'une part, des antécédents vasculaires, tels qu'une artérite des membres inférieurs, etc., valent 1 point. Le sexe féminin vaut 1 point. Voilà. Et donc, avec ce score SHADS-VASc, on a exactement la même chose qu'avec le score SHADS, à savoir SHADS-VASc à 0, pas de traitement, ou aspirine, mais on recommande plutôt pas de traitement. SHADS-VASc à 1, aspirine ou AVK, mais on recommande plutôt les AVK. À partir de 2, plutôt AVK. Donc oui, on utilise toujours le score SHADS, mais si le score SHADS ne permet pas de trancher, on utilise le score SHADS-VASc. Mais c'est du détail, ça n'a pas une importance énorme dans la pratique clinique courante. Ensuite, 9e question. Dans les semaines qui suivent, la patiente récupère, son autonomie est grandement altérée, elle doit être institutionnalisée à cause de son hémiplégie, de ses troubles du langage, mais elle n'a pas de moyen de s'offrir une maison de retraite convenable. Alors de quelle aide peut-elle bénéficier ? Donc dans tous les cas de gériatrie, il y a une aide très importante que vous devez retenir, c'est l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Bref, en conclusion sur ce cas clinique, il faut que vous reteniez d'une part la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux qui doit être bien codifiée, une urgence, une imagerie le plus précocement possible, surtout une IRM et surtout si on envisage une fibrinolyse, un transfert en unité neurovasculaire, une fibrinolyse en absence de contre-indication si on est dans les 4h30 après le début des symptômes, et sinon un traitement médical optimal. Et voilà, dans l'enquête étiologique, on a soit des AVC athéromateux, soit des AVC de cause cardio-embolique, pour lesquels une des causes les principales
et la fibrillation atriale. Voilà pour ce cas clinique.